Ça va venir, non? Je suis un peu malade, je ne savais pas. Enchantée, Enchantée, Sophie Bergeron-Leblanc. Bonjour, Sophie. Ça va briser la gueule. Ça va le faire. Bienvenue au cours de comptabilité financière. Préférez-vous les instructions en français? Ouais, en français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 15 et les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, indiquez à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions vous durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à l'aide de la disqualifier. J'aimerais demander au public d'éteindre la sonnerie de votre téléphone cellulaire. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite vous pourrez expliquer votre présentation. Merci. Jean-François Bernier, Environnement Canada. Mon domaine de spécialité, c'est l'improvisation. Est-ce que tu es CPA? Tu dis? CPA, c'est un mot. Bonjour, Louis-Philippe Lavoie, je suis CPA, auditeur CA, je travaille chez Mallette et je suis aussi chargé de cours avec. Bonjour, Sophie Bergeron-Leblanc, je suis CPA CA, puis je suis conseillère relève à l'ordre des CPA. Avant de commencer, on voudrait juste savoir si c'est possible d'avoir un contact visuel avec chaque membre de l'équipe lorsque vous allez annoncer le temps. Okay. Puis, est-ce qu'on pourrait tester aussi la souris? Parfait. Innovation, assiduité, intégrité. Ces trois composantes clés sont essentielles pour une organisation qui obtient des fonds publics, comme notre nouveau client, MK. Bien sûr, il est aussi primordial de respecter la conformité des normes financières, tout en réalisant la mission, la vision et les valeurs de la communauté. Le travail demandé sera assuré par mon équipe, composée de Camille Pelchat, Adèle Thibodeau, ainsi que moi, Jason Veilleux. Nous sommes aujourd'hui devant vous, l'associé de notre cabinet comptable, dans le but de vous présenter notre mémo de planification. Nous allons d'abord vous présenter notre planification pour l'audit. Nous allons par la suite enchaîner avec les problèmes comptables ainsi que les contrôles internes présents dans l'entreprise. Finalement, nous allons conclure avec des recommandations dans le but d'améliorer l'organisation. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une mise en contexte. Puisque c'est un nouveau client, vous devez savoir que notre client MK a un statut de réserve. De plus, ils ont un financement selon l'utilisation de leurs fonds de l'année précédente. Ils sont en NCECF et ils ont des conditions sociales qui sont difficiles au sein de la réserve. Afin de bien commencer notre planification d'audit, c'est primordial de vraiment déterminer les risques qu'on fait faire pour notre audit. Premièrement, le client, c'est notre nouveau client, c'est le premier audit qu'on va effectuer chez eux. Donc, ça va être très important d'avoir une bonne compréhension de l'entreprise. Aussi, dans la dernière année, l'entreprise a eu vraiment beaucoup de changements compte tenu des administrateurs et sur leur conseil des élus. Ça aussi, on va savoir un peu, ça va être important de vraiment comprendre l'intégrité un peu de la direction, puis savoir un peu c'est quoi qu'est-ce qu'ils voulaient faire suite à ces nouveaux changements de direction. Aussi, ce qui est très important à retenir, c'est que la tribu, elle veut avoir un nouveau complexe sportif. Ça a déjà commencé les constructions, mais ça demande aussi une grande subvention et beaucoup de critères à respecter avec le ministère. Aussi, à chaque année, l'entreprise a fait affaire avec des subventions ministérielles. Donc, aussi, c'est vraiment important de vraiment couvrir tous les risques par rapport aux postes financiers qui sont mentionnés selon les subventions du ministère. Premièrement, donc on peut dire qu'effectivement, notre risque d'audit est élevé, comme on avait mentionné, comme vous l'avez mentionné, suite à l'acceptation du mandat. Le seuil de signification, on va le baser sur les charges parce que le ministère il considère la plupart de ses subventions par rapport aux charges que la tribu a utilisées. Présentement, il est à 23 575 000.
Puisque notre risque d'audit est élevé, on va prendre vraiment notre plus petite braquette, donc on est allé avec 0,5 %. Donc, ça me donne un seuil de signification de 117 875. Pourquoi les charges, comme je vous l'ai dit, c'est le gouvernement, c'est le ministère, puis c'est sûr, ils vont être très pointilleux par rapport aux erreurs d'anomalie significatives qu'il peut y avoir au niveau des charges. Compte tenu de la stratégie d'audit, on n'a pas encore vérifié l'environnement de contrôle, on n'a pas fait encore tester les contrôles qui étaient mis en place par la direction. Donc, on pourrait y aller plus avec une stratégie corroborative parce que juste avec le système de comptabilité, le système de paie, tout ça, on voit qu'il y a un faible contrôle interne. Donc, on pourrait y aller à première vue avec une stratégie corroborative. Donc, ça va nécessiter pour notre cabinet vraiment plus de travail. Donc, par la suite, là, quand on va aller vraiment tester les contrôles, ça serait bien pour que certains postes d'état financier, on puisse y aller avec une stratégie mixte. Donc, maintenant, on va passer au problème comptable. Donc, le premier problème comptable qu'il y avait au sein de la communauté, c'était en lien avec la subvention. Donc, régulièrement, ce que la communauté doit faire, c'est de remplir un formulaire avec le nombre de membres de la communauté et ce qu'elle fait avec l'utilisation des fonds. L'objectif de cette subvention-là, c'est de maintenir une administration locale et compétente. Actuellement, nous, on est en mois de mai 2018 et il y a une entente qui a été signée au 1er avril 2017 d'un montant de 1 350 000 pour une période de 3 ans. Actuellement, ce que l'entreprise a fait, c'est qu'elle a constaté ce 1 350 000 $-là en totalité dans ses produits. Par contre, ce que la norme nous dit, c'est que est-ce que l'entité se conforme aux exigences et si la subvention sera reçue. Dans le cas échéant, étant donné qu'on a déjà un contrat, on peut considérer que l'entité se conforme aux exigences et que la subvention sera reçue aussi, étant donné que c'est une administration gouvernementale. Donc, à ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit de comptabiliser à l'actif ou en produit ou diminution des charges. Étant donné que ce n'est pas dans le but de créer une immobilisation ou d'acheter une immobilisation, de ne pas comptabiliser à l'actif, c'était correct. Par contre, étant donné que c'était en lien avec des charges, de le faire au produit, c'était correct. Par contre, la nuance ici, c'est qu'étant donné que c'est une subvention qui est sur 3 ans et qui va faire en sorte d'avoir des coûts futurs liés pour les 2 prochaines années, on ne peut pas la comptabiliser au complet lors du premier exercice. Ce qu'on devra faire, c'est une écriture de régularisation. La communauté avait constaté au complet le 1 350 000 dans les produits de subvention en lien avec le ministère. Ce qu'on suggère, c'est de prendre la subvention en totalité et de la sortir des produits pour, par la suite, comptabiliser des produits différés. Et étant donné que c'est une subvention qui est en lien avec les charges, on considère que ce serait plus intéressant de venir comptabiliser notre subvention en contrepartie des charges, étant donné que pour les utilisateurs, ça va être plus intéressant de venir valider le poste des charges administration et de voir qu'il y a un certain incitatif à ce niveau-là. Des procédures supplémentaires qu'on pourrait faire, ce serait une vérification de l'entente signée de la subvention pour voir bel et bien si tous les éléments sont respectés et peut-être qu'il y a des critères subséquents que la communauté doit respecter aussi. Et ce qui serait intéressant, ça pourrait peut-être faire une évaluation des techniques de recensement. Cette subvention-là, ce que la communauté devait faire, c'était de recenser les administrateurs locaux et ceux en dehors de la tribu. Donc, on pourrait peut-être aller voir c'est quoi les techniques qu'ils ont utilisées et c'est quoi les documents qui viennent justifier ça. Et puis ça va avoir un impact directement sur les charges de l'entreprise. Par la suite, l'entreprise, pour son complexe sportif, elle a comptabilisé en charge 202 000 $. Ça comprenait le préalable des coûts, l'élaboration des plans, puis la construction des fondations. Toutefois, ce que la norme nous dit, c'est que tous les coûts qui sont directement attribuables à l'actif afin de l'apporter dans l'état et dans l'endroit qui est prévu doivent être capitalisés. Toutefois, les autres, ils ont tout passé à la charge. Donc, si vous remarquez, dans le fond, le préalable des coûts, on va pouvoir le passer en charge, tandis que l'élaboration des plans et la construction des fondations, on va pouvoir les capitaliser. Pour faire une petite estimation, on a estimé que le préalable des coûts, c'est un prix moins, donc on estimé à 10 %. Donc, le reste, 90 % des 2 autres étapes vont pouvoir être capitalisées. Donc, l'impact que ça va faire sur les états financiers, c'est qu'on va capitaliser, là, le 181 800 $. Donc, on va transférer là, des charges à immobilisation, qui est le complexe sportif.
Les procédures d'audit qu'on va pouvoir effectuer, c'est vraiment vérifier le contrat de construction, voir vraiment quelle étape vaut combien dans le contrat, puis vraiment voir avec le constructeur là, la valeur de chacune pour pouvoir bien répartir les coûts en charge ou qu'est-ce qu'on capitalise à l'actif. Aussi, on pourrait lui demander la prévision de la facturation pour vraiment savoir la bonne proportion qu'on va pouvoir capitaliser par la suite. Aussi, par rapport au complexe sportif, l'entreprise a demandé une grosse subvention au ministère. Puis ça devait avoir il faut que la tribu ait une assurance sur la conformité des dépenses liées à ce contrat-là. La directrice a nous demandé un peu quel rapport qu'on pouvait lui fournir. Nous, comme service qu'on pourrait lui fournir, c'est un rapport d'audit spécifique sur les postes de charge, ce qui est important pour la subvention. Les procédures importantes pour nous, ça va être vraiment des procédures corroboratives. Comme je vous ai mentionné tantôt, il n'y a aucun contrôle. Puis pour avoir une assurance là, des plus complètes, il va falloir vraiment aller de procédés corroboratifs. Donc on va vraiment vérifier chaque facture qui a été utilisée pour le complexe sportif. Aussi, comme je vous ai mentionné tantôt, le contrat de construction qui va être vraiment important à venir savoir là, si toutes les charges font référence à ça pour pas qu'il y ait de fuite par rapport à cette subvention. Avec le déneigement, qui est l'achat de deux déneigeuses qui a été fait par un contrat de location. Dans ce cas, il y a eu une possibilité d'achat qui correspond à un prix de 180 000 avec un financement qui aurait été un taux de 5 %, une durée de vie utile de 8 ans pour les deux machines et présentement un budget annuel de 25 000 et il y aurait une valeur résiduelle à assumer de 50 000 à la fin de la période, qui est de 6 ans. Donc, comme on constate, c'est un contrat de location financement, puisque selon la norme, on constate qu'il y a un transfert des risques et avantages. Par contre, il n'y a pas d'option d'achat à prix de faveur dû au montant de 50 000 le 90 % des valeurs actualisées des paiements minimums exigés correspond à 70,5 % qui n'est pas respecté. 75 % de la durée de vie utile est respectée puisque c'est une durée de 6 ans sur une durée de vie utile de 8 ans. Et la personnalisation de la machine pour l'organisation, les petites coquilles, ils n'ont pas été personnalisés pour eux simplement, c'est seulement des déneigeuses. Donc l'impact, comme on constate, eux, ils ont comptabilisé le 25 000 dans leur charge comme réellement un contrat de location. Par contre, puisque c'est un contrat de location-financement, on va devoir le capitaliser. Donc, l'écriture qui devrait être faite, qui doit être faite plutôt, donc les camions qui ont une valeur de 126 892 à un contrat de location-financement qui est un passif, pour ensuite indiquer que le contrat de location de 18 655, qui est la valeur du capital remboursé, une charge d'intérêt qui correspond à 6 345, pour une charge de location de 25 000 pour venir renverser l'écriture qu'ils ont effectuée. Pour les procédures, ça va être nécessaire de vérifier le contrat de location pour s'assurer que ce soit bel et bien les montants, et ici pour s'assurer que toutes les clauses sont respectées. Par la suite, un autre problème comptable, il s'agit des comptes clients. Donc, notre client nous a mentionné qu'il y avait un compte de la sœur du chef, de l'ancien chef de la tribu, qui comprend qu'il est de plus de 90 jours. Ce compte, selon la norme, constate que c'est une provision puisque c'est une obligation qui provient d'un fait passé, qui va mener à une sortie de ressources économiques et que le montant peut être estimé de façon fiable. Par contre, présentement, le montant ne peut pas être estimé de façon fiable. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'envoyer une confirmation au client pour lui demander le solde qui va être remboursé et aussi de vérifier l'historique des comptes clients pour vérifier ce client-là, c'est quoi ses possibilités de remboursement dans le passé qui a été effectué. Alors, comme vous pouvez voir, déjà là, on a fait plusieurs ajustements suite aux problèmes comptables qu'on a décelés par notre première visite chez MK. Donc, déjà là, on voit que nos charges ont clairement diminué d'environ presque 1 million. Bien, on est rendu à 22 millions au lieu de 23 millions tantôt. Donc, ça va avoir un impact sur notre seuil de signification. Donc, si on vient à notre seuil de signification qu'on avait plus tôt,
c'est pas grave. Dans le fond, on va y aller encore sur le 0,5 %. Donc, on vient vraiment diminuer notre seuil de signification. Donc, encore pour nous, ça va être plus de travail. Puis vraiment, aller voir les tests de contrôle afin de savoir si on va revenir sur une stratégie corroborative ou stratégie mixte le reste de notre mandat. Donc, par la suite, un autre mandat qui nous a été mentionné, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect au niveau de la comptabilité, vérifier tout ce qui est de la gouvernance. Donc, par la suite de nos observations, on constate qu'il y a des problèmes de gouvernance liés au contrôle des actifs, principalement des chèques. Donc, le problème présentement, c'est que le bureau contient les chèques et le bureau qui est du directeur financier est toujours ouvert. La porte est toujours accessible et les chèques sont aussi accessibles à tous. Donc, l'impact, il peut avoir un risque de fraude dû aux chèques qui sont accessibles et il n'y a aussi aucune garde au niveau de ces chèques et du local. Donc, nos recommandations, ça serait surtout de garder le bureau barré et d'avoir un endroit spécifique pour les chèques pour les garder en sécurité. Par la suite, un autre problème de contrôle interne qu'on peut observer, s'il s'agit des feuilles de temps. Donc, présentement, tous les employés doivent remplir une feuille de temps. Par contre, la remise est difficile. Souvent, le directeur doit courir après les feuilles de temps pour les avoir. Il y a aussi l'omission d'approbation par les directeurs des feuilles de temps. Et des fois, certains directeurs signent automatiquement la feuille de temps en début de semaine pour s'assurer de ne pas l'oublier à la fin de la semaine. Donc, l'impact de ces problèmes, c'est qu'il peut y avoir une surévaluation des salaires du fait que si les feuilles de temps sont remplies à la fin de la semaine, certains employés pourraient oublier leur temps réel et indiquer plus de temps. Et aussi, il peut y avoir un risque de fraude, surtout au niveau des feuilles de temps qui sont signées en début de la semaine. Donc, il pourrait y avoir soit des nouveaux employés qui sont créés, et ainsi, il y aurait vraiment un risque de fraude au niveau des dépenses supplémentaires en charge salariale. Nos recommandations, ce serait vraiment de faire de la sensibilisation au niveau des différents directeurs, avoir un supérieur immédiat pour l'approbation des feuilles de temps, aussi avoir un système d'approbation pour les feuilles de temps, de le mettre un jour avant la fin de la semaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de signature avant, et aussi de faire une vérification des employés pour s'assurer qu'il s'agit du bon employé avec la bonne feuille de temps. Ensuite, il y a un problème au niveau des chèques, pour les signataires de chèques. On constate qu'il y a 8 signataires qui sont autorisés pour signer les chèques et qu'il y a besoin de 2 signatures par chèque, et souvent ces signatures sont variées entre les 8 membres. Donc, l'impact peut avoir des détournements d'actifs puisque les signataires varient à chaque chèque, et aussi il peut y avoir des autorisations de factures qui ne sont pas approuvées. Nos recommandations seraient vraiment de limiter le nombre de signataires de chèques pour s'assurer qu'il y ait seulement 2 signataires à chaque fois. Aussi avoir une hiérarchie des signataires pour s'assurer que des chèques de plus grosse importance soient autorisés par un employé qui soit plus élevé dans la hiérarchie. Et aussi avoir des pièces justificatives pour chaque chèque. Ensuite, au niveau de la facturation, il y a un problème de comptabilisation à la réception. Donc, le directeur comptabilise directement la facture dans son système et tous les montants qui sont supérieurs à 10 000 $ doivent avoir une approbation. L'impact, c'est qu'il peut y avoir un risque d'erreur et un risque de fraude puisque tous les montants inférieurs à 10 000 sont directement facturés. Et pour nos recommandations, ce serait vraiment d'avoir un contrôle du système, d'avoir un besoin d'approbation pour faire l'écriture auparavant et d'avoir une séparation des tâches entre la personne qui émet le chèque et la personne qui fait l'approbation. Ensuite, il y avait une certaine situation en lien avec le serveur informatique. Donc, le serveur informatique avec le logiciel comptable est dans le bureau du technicien et il y a un accès qui est non protégé. Donc, la porte est souvent ouverte aussi. L'impact que ça a, c'est qu'il y a un risque au niveau de la protection de l'information, que ce soit au niveau des clients, des fournisseurs ou même des employés. Ça peut aussi occasionner un risque de fraude si les gens peuvent aller modifier les registres comptables. Ce qu'on recommande, ce serait de faire un accès au serveur qui est plus strict. Et si les gens ont besoin d'avoir accès au logiciel comptable, ce qu'on pourrait faire, ça serait de fournir un accès, mais en lecture seule. Donc à ce moment-là, ils pourraient aller le consulter sans pouvoir faire des modifications. Donc ensuite, étant donné qu'on reçoit des subventions dans notre communauté,
ça serait intéressant qu'au niveau de l'autorisation des déboursés, il y ait plus de contrôle pour s'assurer réellement de la validité et de l'exactitude des transactions. Actuellement, l'approbation est déficiente et il y a plus ou moins la présence de pièces justificatives. Les impacts, c'est qu'il y a peut-être une possibilité de fausse facture et il y a plus de risques d'erreur et de fraude. Ce qu'on recommande, c'est de faire une numérotation des factures, aussi séparer les tâches. Donc, les gens qui font l'émission des factures et qui les approuvent ou qui signent les chèques, ce doit être des personnes différentes pour pas qu'une seule personne soit capable de faire différentes tâches. Et ce qui serait intéressant aussi, ce serait d'avoir un registre des fournisseurs sécurisé. Maintenant, on avait des recommandations à faire en lien avec le conseil des élus au niveau de la gouvernance. Actuellement, ils font des rencontres seulement 2 fois par an, ce qui est très peu. De plus, ça dure une journée complète, donc c'est plutôt long. On peut considérer que vers la fin de la journée, les gens peuvent être tannés et perdre leur focus. Donc, ce qu'on recommande, ce serait une rencontre à tous les mois d'une durée de 4 heures. Et dans le but que les présentations soient plus efficaces, on aimerait avoir un plan de la rencontre. On a aussi d'autres recommandations à vous faire. On pourrait revenir plus tard pendant la période de questions si vous avez davantage de questions. Donc, ce qui est important dès aujourd'hui, c'est d'aller évaluer les contrôles internes de nos clients pour s'assurer de la stratégie à employer. Aussi, ce serait de préparer le rapport spécial sur les charges pour vraiment s'assurer que la subvention qui est émise est au bon montant et qu'elle reste à ce montant-là. De plus, ce serait d'adopter vraiment des meilleures mesures de gouvernance, tant au niveau de la comptabilité, mais aussi au niveau du conseil d'administration, qu'on a vu un peu précédemment, qui a des petites lacunes. Donc, nous sommes maintenant prêts pour une période de questions. Vas-y. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau des contrôles internes, ce que je peux voir. Est-ce que ça a un impact sur le seuil de signification? Est-ce qu'il y a un autre seuil qu'on peut aller chercher? Peut-être des risques de détecter ou de ne pas détecter des erreurs dans le système? C'est sûr que là, on est allé sur les charges, considérant les utilisateurs qui utilisent les états financiers de MK. C'est sûr que là, on a pris la plus petite braquette, puis on pense que les charges, c'est vraiment l'indicateur qui révèle le plus selon les utilisateurs des états financiers de l'entreprise. Considérant que les salaires, c'est une des principales charges pour MK, au niveau de votre travail, est-ce que, en sachant aussi qu'il y a des lacunes au niveau des contrôles internes sur l'approbation des feuilles de temps, quel travail est-ce que vous pourriez faire pour abaisser le risque au niveau de la mission? Si vous ne pouvez pas vous fier sur les feuilles de travail. Ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, ça serait d'aller dans l'entreprise et de vérifier peut-être le salaire moyen, le nombre d'heures travaillées en moyenne. Et à ce moment-là, on pourrait faire une certaine approximation et venir la comparer à la charge de salaire actuellement présente dans les états financiers. C'est certain que si à ce moment-là, on voit qu'il y a un écart qui est beaucoup trop grand, il va falloir retourner faire du travail supplémentaire et peut-être même aller vérifier chaque feuille de temps depuis tout l'exercice financier. Okay. J'ai pas de question. J'avais une autre question. Toi? Je me demandais au niveau de la subvention que vous avez, vous suggériez d'appliquer le 450 000 à l'encontre des frais d'administration et non présenter la subvention distinctement dans les revenus. Je me demandais pourquoi, donc toutes les autres subventions, on les présentait dans les revenus, puis celle-là, on devrait la présenter à l'encontre des dépenses. C'est que lorsqu'on regarde l'état des résultats, il y a réellement une grosse portion en lien avec le ministère dans les produits. Ce qu'on voulait venir refléter, c'était réellement l'essence même de cette subvention-là, avec son objectif qui est de venir favoriser le maintien d'une administration compétente. Donc, à ce moment-là, le fait de venir le mettre à l'encontre de ces frais d'administration-là, on considérait que ça représentait vraiment le but de cette subvention-là, qui consiste à faciliter le maintien d'une administration compétente en place. OK, merci. On a encore du temps? Oui. J'aimerais savoir aussi, au niveau de... Donc, je comprenais que vous preniez un pourcentage des coûts préalables au niveau du complexe sportif. Je me demandais pourquoi, si c'est des coûts qui sont afférents au complexe sportif, pourquoi est-ce qu'on ne les capitalise pas? Donc, vous avez établi un pourcentage au niveau de la base du calcul, c'était 20 c'est ça? C'est 10 par rapport à la capitalisation des, oui, des coûts. Des frais. Oui. Mais ça, c'est seulement une estimation qu'on a fait. On n'a pas les documents du contrat, tout ça. Donc, ça serait vraiment de venir voir avec la compagnie qui construit, voir c'est quoi la valeur là,
c'est pas les préalables des coûts, pour la présenter distinctement aux charges, tandis que le reste, on va pouvoir le capitaliser, là, mettre à toute immobilisation pour le complexe sportif. OK. J'aimerais savoir, est-ce que vous prévoyez faire du travail sur les soldes d'ouverture ou étant donné que ça a déjà été audité, est-ce qu'on peut, on n'a pas nécessairement de travail à faire? Actuellement, les soldes d'ouverture sont en fonction de ce que l'auditeur précédent avait fait. Je ne sais pas si on l'a mentionné dans notre présentation, mais on a l'intention aussi de contacter cet auditeur-là dans le but de vérifier peut-être les raisons pourquoi il a décidé de se retirer du mandat, mais aussi de vérifier peut-être si on peut faire confiance à ces soldes-là. Mais c'est certain que ça serait intéressant d'aller consulter les états financiers antérieurs et de vérifier le travail qui a été fait, étant donné qu'on voit que les procédures internes sont un petit peu floues. Fait qu'à ce moment-là, c'est certain que ça serait intéressant d'aller en faire. OK, merci. Est-ce qu'on a encore du temps? Oui, merci. J'aimerais savoir, au niveau de la comptabilisation de la subvention par rapport au complexe sportif, comment est-ce que vous suggérez de la comptabiliser? Oui, c'est certain qu'actuellement, étant donné qu'on n'a pas les documents en lien avec cette subvention-là, on n'est pas capable d'évaluer c'est quoi les critères et le moment qu'on va pouvoir la comptabiliser. Généralement, c'est à l'achèvement. Mais lorsqu'on a une subvention comme ça, qui consiste à construire un actif ou acheter un actif, généralement, cette subvention-là, il faut venir la mettre contre le coût de notre actif. Donc, si, exemple, le complexe coûte, on va donner un coût arbitraire de 1 million et qu'on a une subvention de 250 000 on va venir soustraire le 250 000 de notre 1 million pour arriver à une valeur comptable de 750 000. OK. Dernière question. Le directeur des finances, en tant qu'auditeur, c'est quoi vos recommandations? Donc, on voit qu'il y a plusieurs lacunes là, au niveau des contrôles internes. Comment est-ce que vous agiriez par rapport à ça? Donc, c'est sûr, dans nos recommandations qu'on allait vous suggérer un petit peu plus tard dans la présentation, c'est sûr que présentement, le directeur des finances, on constate qu'il n'y a aucune formation en comptabilité. Donc, ce serait bien de recommander... Merci.